Jetant un regard de mépris à sa bosse, Nicolas est au bord de la crise. Il faut préciser que ce dernier gère difficilement la faim, mais surtout ses émotions. Il est midi, j'ai faim. Je peux aller bouffer, c'est bon? Et les filets, ils vont se dénouer tout seuls? Kader, reconnaissant les vieilles habitudes impulsives de son ami, intervient en le tapant légèrement sur l'épaule. Nicolas se remet alors à dénouer tous les filets du navire. 1 heure plus tard, bien que tout le monde ait terminé leur part du travail, Nicolas en est encore à son avant-dernier filet. Il remarqua une silhouette étrange à travers l'écubier, ce trou servant à amarrer les bateaux. Cette silhouette s'approcha de Nicolas qui, tétanisé par cet événement, se rend compte au dernier moment que cette silhouette était en fait identique à celle de sa patronne. Nicolas fut enlevé et le même sort attendait ses autres collègues pêcheurs. En ce jour de juillet, on peut dire qu'il faisait chaud à Nantes. Comme d'habitude, l'éléphant déambulait sur l'île et les touristes se faisaient arroser. Gérard, qui était en retard, contournait les passants et se précipitait vers le pont Anne de Bretagne. Il traverse la voie rapide alors que le feu est encore orange. Une voiture manque de le renverser, mais ce n'est pas grave, car il a eu son tram. Gérard est soulagé. Le tram redémarre, puis s'arrête brusquement, faisant tomber 1 ou 2 personnes. La voix effrayée de la conductrice résonne dans le tram. Fuyez, pauvre fou ! La panique s'est emprise des passagers, qui se ruent vers les portes de sortie. Gérard, en contre-courant, va voir ce qui a pu lui faire paniquer la conductrice. Oh non, c'est pas possible, ça recommence. En effet, une grosse masse rose et gluante, surnommée Bobby, sévit depuis quelque temps à Nantes, mangeant les rails, les trams et la vie des personnes sur son passage. Gérard, habitué à ceci, sort par la porte, enlève son blouson et laisse apparaître son t-shirt imprimé du logo Nantsman, le super-héros petit beurre, et fonce vers l'être informe. Il sort un petit flacon de sa poche et dit « Tu vas retourner à l'enfer des sucreries, Malabar !» Il verse le liquide sur la créature, allume son briquet et celle-ci prend feu, en poussant un cri d'effroi. Alors que les passants remercient Nantsman de les avoir sauvés, les agents de la voirie nettoient les restes fumants du vieux chewing-gum. Désolé, mais il faut vraiment que j'y aille. Je suis vraiment à la bourre maintenant. Problème, des lignes sont coupées, ce qui arrive fréquemment dans cette ville. Généreusement, un enfant sauvé plus tôt lui prête sa trottinette. Gérard file dans le vent et arrive avec 10 minutes de retard au boulot. Il passe derrière un rideau, enfile son costume et entre sur scène. Attention les enfants, c'est moi, je suis Blobby. Jérôme démarra la camionnette. Ça devrait faire au moins 1 semaine maintenant que lui et ses collègues ou déménageurs charentais vidaient petit à petit le château du client, le célèbre chasseur de trésors, Wyoming Smith. Il y a quoi à amener cette fois? Wyoming Smith pointa d'un doigt osseux une large boîte rectangulaire. Cette boîte-là contient un objet de ma collection, d'une valeur inestimable. Vous la chargez dans la camionnette seule. Je ne veux pas risquer la casse avec d'autres objets. Elle contient quoi cette boîte? Interdiction de regarder. Vous n'avez pas besoin de savoir, il suffit d'en prendre soin. Et je le veux à ma nouvelle maison avant 18 heures. Et il ne faut pas qu'elle soit transportée de nuit, c'est trop dangereux. Jérôme s'exécuta et, avec l'aide de quelques collègues, chargea la boîte à l'arrière de sa camionnette. Quoi que c'était, ça pesait son poids. La camionnette se tenait bas sur les essieux. Il avait ordre de ne pas y regarder, mais ce chargement avait vraiment piqué sa curiosité. Quelques heures plus tard, Jérôme était encore sur la route, peut-être aux 2/3 de son trajet. Il avait fait une pause pour se vider la vessie et en profiter pour manger quelque chose. Le soleil commençait à se baisser vers l'horizon. Le téléphone de Jérôme sonna. Oui, allô? Monsieur Smith? Oui, je suis plus très loin. Il doit me rester 1h30 de route, donc je serai là bien à l'heure. Non, monsieur, je n'ai pas jeté un coup d'œil. Je sais suivre les instructions. À tout à l'heure, monsieur Smith. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'était pas comme ça pour les autres pièces de sa collection. Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ayant fini son sandwich, Jérôme sentit la fatigue commencer à lui guetter. Il me reste bien le temps d'un petit somme. De toute façon, il vaut mieux pas conduire fatigué. Je me mets un réveil pour 20 minutes. Mais ce fut un autre appel qui les réveilla. Oui, monsieur Smith? Non, je suis en route, là.
Comment ça? Il fait nuit? C'est à ce moment que Jérôme se rendait compte qu'il faisait nuit dehors. Et de plus, quelque chose frappait à l'arrière de la camionnette. Monsieur Smith, je vous laisse. J'arrive le plus vite possible, vous inquiétez pas. Raccrochant au nez de M. Smith, Jérôme courait vers l'arrière de la camionnette et ouvrit les portes. Merde, mais vous êtes qui, vous? Devant lui se tenait une femme magnifique, habillée d'un léger voile de coton. Navigateur, sommes-nous arrivés à bon port? Mon cher vizir m'assurait un voyage de jour, sans interrompre mon sommeil. Je répète, vous êtes qui? Je suis la reine des reines, maîtresse du soleil. Mon nom est Hatshepsut, et je n'ai pas à l'expliquer auprès d'un serviteur. Mais qu'est-ce que vous faites dans ma camionnette? Je dormais jusqu'à peu. Maintenant, emmenez-moi auprès de mon vizir. Mon nouveau palais m'attend. Ok. Et Jérôme fit ce que lui était demandé. Fin.